J'ai reçu beaucoup de questions pour vous sur les Gilets jaunes, puisque du coup vous parliez de démocratie, vous êtes une soutien fervente, si je puis dire. Fervente, j'aime pas le nom, parce que je ne suis pas religieuse. C'est quoi pour vous le mouvement des Gilets jaunes? Vous soutenez quoi dans ce mouvement? Je suis allée écouter ces gens qui descendent dans la rue pour demander l'amélioration de leur pouvoir d'achat, qui en ont assez d'être humiliés par les petites phrases de M. Macron. Ils sont descendus pour demander à vivre mieux, parce que la plupart des personnes qui sont dans la rue et qu'on appelle les gilets jaunes, ce ne sont pas des personnes qui demandent l'aide sociale. Ces personnes ont un travail, mais le salaire qu'ils reçoivent ne leur permet pas de finir le mois. Le gouvernement doit donner une réponse politique. On ne peut pas accroître la répression. La répression n'est pas une réponse. Ces gens peuvent continuer. Donc la réponse politique, c'est, par exemple, on peut diminuer la TVA des produits de première nécessité. Ça, on peut le faire. On peut discuter du RIC qu'ils demandent, ce référendum citoyen. On peut rétablir l'ISF, qui est une des revendications des Gilets jaunes, parce que c'est symbolique. Mais est-ce que vous pensez que l'annonce d'une de ces mesures par le président de la République permettra d'arrêter le mouvement? Ou est-ce que vous pensez que le mouvement est inarrêtable? Ah non, mais il n'y a pas de mouvement inarrêtable. Moi, je suis historienne, tous les mouvements s'arrêtent à un moment donné. Le gouvernement n'a rien tiré des événements depuis novembre, c'est de la poudre aux yeux. Est-ce que vous pensez que le gouvernement n'a tiré aucune leçon du mouvement des Gilets jaunes? N'a pas voulu tirer... D'accord. Voilà. Enfin, je crois que le gouvernement a sous-estimé la force de ce mouvement qui représente, comme je l'ai dit, les différents segments de la société. C'est ce mépris que M. Macron dégage. M. Castaner a utilisé, lors de son audition au Sénat, il a utilisé le mot « assassin » pour les Gilets jaunes. Il ne prononce jamais leur nom, quasiment jamais, le nom Gilets jaunes. Tout cela fait que M. Macron pense qu'il peut mettre fin à ces mouvements, que c'est passager, qu'ils vont se lasser, que les gens vont se lasser et vont arrêter. Mais écoutez, on ne peut pas continuer à gérer un pays de cette sorte. Vous pensez qu'il y a de la brutalité aussi dans la politique d'Emmanuel Macron? Il y a Petit Schmitt qui vous demande qu'est-ce que vous pensez des violences policières, par exemple. Les forces de l'ordre sont épuisées depuis des semaines à essayer aussi de juguler, n'est-ce pas, la violence, parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence, il y a de violence, mais les violences sont de part et d'autre, mais on ne parle que des violences des Gilets jaunes. Parfois, on parle aussi des violences des policiers. Oui, mais on parle peu des violences des policiers. Alors, s'ils sont épuisés, écoutez, il y a une réponse. Il faut répondre aux revendications des Gilets jaunes, donner une réponse politique pour que les gens s'arrêtent et que les violences s'arrêtent aussi. On ne peut pas continuer. Je comprends. Il y a beaucoup de questions, effectivement, mais je voudrais qu'on avance parce que j'ai aussi beaucoup de questions que j'ai reçues sur la question de l'écologie et de l'environnement. Il y a quand même une question que j'aime bien, que je trouve intéressante, qui fait la transition. Tom Gaillard qui vous demande, Madame la sénatrice, s'il y a une manif de Gilets jaunes en même temps qu'une marche pour le climat, à laquelle des deux vous allez? Alors, une très bonne question, puisque j'ai répondu moi-même lors de l'acte... Enfin, pas cette semaine, la semaine 18. Ouais. Et j'ai commencé au Trocadéro, je suis allée, où il y avait des marcheurs pour le climat et des gilets jaunes. Je leur ai dit, venez maintenant, nous allons manifester ensemble, puisque vous avez les mêmes préoccupations que les marcheurs, en partie. Voilà, voilà, j'aurais pas de choix. Donc vous faites les liens entre les deux. J'ai reçu beaucoup de questions très intéressantes. Dish, par exemple, qui vous demande quel est votre point de vue sur le nucléaire dans le contexte de l'urgence climatique et de la réduction des gaz à effet de serre. Bien sûr, je suis pour la fermeture de... Enfin, bien sûr... La fermeture de quoi? Des centrales à charbon ou des centrales nucléaires? Des centrales nucléaires, bien sûr. Quitte à ouvrir des centrales à charbon? Non, mais enfin, on peut
obtenir de l'électricité d'une autre manière. Je dis ça parce qu'on a une question de Eileen. Comment fait-on pour faire les investissements nécessaires à la transition écologique dans le cadre des traités européens qui plafonnent le déficit à 3%? L'Europe n'est-il pas un empêchement en fait, de faire de l'écologie? C'est un peu sa question. Doit-on laisser le marché relever le défi écologique? C'est sa question. On peut enlever de ces 3% les investissements pour la transition écologique. Donc ne pas compter dans les calculs du déficit l'investissement écologique. Oui, bien sûr. C'est une des rares solutions qui existent. Et on peut le faire. C'est ce que proposait Pascal Canfin, je crois. C'est pour, je sais pas, enfin, les écologistes. C'est pas le seul. Ça, enfin, il n'est pas le seul, mais enfin, il n'y a pas d'autre solution, parce que si on reste aux 3%, il n'y aura pas de transition écologique, parce qu'on dira toujours qu'elle coûtera cher et qu'on va dépasser. Donc transition écologique sans nucléaire. Et la fusion nucléaire, je dis ça parce qu'il y a Gundor dans le chat qui parle de ITER. Est-ce que vous pensez que la fusion nucléaire, est-ce que c'est quelque chose de viable pour vous à terme? À terme, non. Non, vous ne pensez pas? Non. D'accord. Dans un gouvernement comme celui de M. Macron, l'exemple de Hulot est quand même parlant. Si on pouvait faire quelque chose, il serait resté. Il avait une marge de manœuvre très limitée. Et puis moi, je vais vous dire, je suis pour une certaine éthique en politique. Moi, je suis pour qu'on soit libéral dans les idées, c'est vrai, ne pas créer des ghettos, des sectes de réflexion. Enfin, la réflexion a besoin de voler de ses propres ailes. C'est pour ça que je me dis libéral dans le sens américain, libéral intellectuellement, mais économiquement, si le libéralisme n'aboutira qu'à la destruction encore plus grande de la planète, parce que l'argent n'a pas de limite, n'a pas d'éthique. D'accord. Vous êtes spécialiste de l'histoire du peuple juif et de l'histoire des minorités. Esther Benbassa, ça a été le sujet de vos travaux. On a une question de la part de Andy qui vous demande quel est votre avis personnel sur la récente reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté de l'État d'Israël sur le Golan syrien. Je trouve ça vraiment très problématique. C'est comme Jérusalem devenue capitale. C'est la suite un peu logique de cette reconnaissance. Ouais. Et puis ça va mener à quoi? Ça va mener à quoi? Les Palestiniens n'ont plus d'espoir. Et quand on n'a pas d'espoir, on devient violent. Et un jour, il faudrait accepter qu'il peut y avoir deux États et que ça serait bien pour les deux États et que peut-être la frange palestinienne qui veut la destruction d'Israël se trompe. Il faut accepter Israël. Un jour, on se mettra autour d'une table pour discuter pour qu'il y ait deux États. Mais chaque jour, moi j'ai grandi en Israël, je connais un petit peu la situation, et chaque jour fait que le projet d'un État palestinien s'éloigne. Et c'est catastrophique. Vous pensez que la génération des jeunes va connaître la fin du conflit israélo-palestinien? Je prends le temps pour vous répondre. Moi, je crois que c'est perdu. Je suis né avec. Je n'ai connu que ça. Et je me demande vraiment si un jour dans ma vie, je verrai la fin du conflit israélo-palestinien. Comme on a pu connaître des fins de conflit en Irlande du Nord, en Afrique du Sud, dans des contextes très différents et pas comparables, mais... Je ne sais pas. Vous avez de l'espoir? Non. Vous n'en avez plus? Non. C'est triste? Je ne sais pas si c'est triste. C'est que c'est une impasse. Et l'impasse est toujours source de danger. Parce qu'en Israël, en plus, vu le gouvernement actuel, les progressistes ont quasiment disparu, parce qu'ils n'ont plus d'espoir. J'ai connu plein de progressistes israéliens qui se battaient pour la cause palestinienne. Moi-même, je suis pour, bien sûr, l'intégrité d'Israël. J'ai ma famille, j'ai grandi là-bas. Bon, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je suis vraiment une défenseur de la cause palestinienne.
Mais bien sûr, à condition que ceux qui défendent la Palestine ne confondent pas antisémitisme et antisionisme. C'est la question que j'allais vous poser juste après, puisque... Oh, mais écoutez, vous voyez mon intuition. C'est fou comme cette émission est bien faite. Le 20 février dernier, Emmanuel Macron, à l'occasion du dîner du CRIF, a pris des engagements forts sur la lutte contre l'antisémitisme, et notamment il s'est engagé à ce que la France reconnaisse sa propre définition de l'antisémitisme, comprenant l'antisionisme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une formule qui a été défendue ardemment par un lobby pro-israélien en Europe et qui a fait son chemin. Mais moi, je me suis exprimée à plusieurs reprises sur cette question après le discours de M. Macron au CRIF. Il ne faut pas confondre les deux. C'est très dangereux. Mais lorsque l'antisionisme revient à demander la destruction d'Israël, là, il y a antisémitisme. Ce n'est pas un tabou. On peut dire, voilà, je suis pour un État palestinien, je défends les Palestiniens qui doivent avoir un État. Et cela n'est pas de l'antisémitisme. À ce moment-là, je serais moi-même antisémite. Ça crée quand même une sorte un préjugé pour qu'on ne critique jamais la politique d'Israël. Mais on critique bien la politique de la Chine, on critique bien la politique, je sais pas, en Hongrie, etc. Alors là, moi je dis, oui, très bien. Être contre la politique israélienne ne pose pas de problème. Mais mélanger la haine des Juifs avec la critique politique, là c'est dangereux.